Lon Chaney meurt en 1930. Acteur polyvalent, il révolutionne le maquillage et marque son temps. Avec lui meurt un certain cinéma, celui des premiers temps, celui des précurseurs. Avec lui meurt le cinéma muet. Listen to them. Children of the night. What music they make. Les années 30 vont voir arriver sur grand écran le début d'une révolution dans le cinéma d'épouvante. Un studio va largement se démarquer des autres. Grâce à Lon Chaney, il nous avait offert quelques frissons en puisant dans la littérature française. Suite à un changement de direction, ce studio va connaître dès 1931 un grand succès populaire et surtout va faire naître des icônes du cinéma d'épouvante. Universal Studios est là, Universal Monster naît. Après la crise de 1929, les États-Unis sont en pleine dépression. On voit naître une volonté de proposer à une population américaine morose des films de divertissement un brin inquiétants qui s'inspirent en même temps qu'ils s'en éloignent de l'expressionnisme allemand des années 20. En rendant hommage à l'avant-garde dont il reconnaît les richesses visuelles, Universal Monster brouille les frontières entre réalité et fantastique, mais il dépolitise complètement ces mythes. Ces monstres ne perturbent pas l'ordre social bourgeois. Le monstre est invariablement neutralisé, voire éradiqué, offrant toujours une fin heureuse. Ainsi, le studio réaffirme les frontières claires entre bien et mal, entre humains et monstres. Il s'agit en effet de montrer ce monstre, de le désigner en tant que tel afin de lever toute ambiguïté sur sa nature et donc de légitimer son exclusion. La peur repose sur l'apparition du monstre. Mais le public est rassuré par ces récits qui se déroulent dans d'autres temps, d'autres lieux, et où le bien sort toujours victorieux. Grand succès, les films d'Universal Monster vont se succéder. Le studio va se concentrer sur les mêmes monstres, employer les mêmes réalisateurs, qui mettront en scène les mêmes acteurs, profitant du savoir-faire des mêmes techniciens. Sous les traits de Bela Lugosi, Dracula. I am Dracula. En 1931, profitant des énormes décors et des opportunités techniques que lui offre le studio Universal, le réalisateur Todd Browning signe un film à l'esthétique parfaite, à la mise en scène léchée, au symbolisme puissant et à l'ambiance gothique. Créature maléfique filmée avec sobriété, Dracula fascine et effraie. Le monstre collera à la peau de Bela Lugosi, qui se fera enterrer en 1956 avec la cape du monstre. Frankenstein avec Boris Karloff sort la même année. Monument d'horreur gothique, le film est un véritable enchaînement de tableaux. L'économie de dialogue accentue la puissance visuelle. La pression et l'angoisse montent tout au long de ce film, ne laissant aucun répit. Le réalisateur, James Whale, crée des enjeux forts avec des personnages justes et puissants. Il réalise ici un classique immédiat. 4 ans plus tard, le réalisateur remettra le couvert avec Le magnifique fiancé de Frankenstein. Surpassant le premier, cette suite va encore plus loin, que ce soit dans son symbolisme, ses dialogues, sa mise en scène. Le film est une icône, mi-horrifique, mi-réaliste. Si Frankenstein est un film classique, La fiancée de Frankenstein est un film incontournable. Alone you have created a man. Now together we will create his mate. La momie de Karl Freund sort en 1932. Certes moins iconique, il reste un pilier dans l'univers de la Universal Monster. Le film est plus classique dans sa mise en scène, avec un jeu d'acteurs un peu dépassé même pour l'époque. Même s'il est plus une romance qu'un film d'épouvante, il reste une œuvre majeure pour le genre. Il en est de même pour L'homme invisible du même réalisateur. La qualité de la réalisation est indéniable, mais le film s'éloigne grandement des frissons d'un Frankenstein ou d'un Dracula. Les années 30 voient aussi arriver sur les écrans un monstre qui ne cessera de nous torturer. Ce sont les premiers pas du zombie au cinéma. Zombie! Allez vite! Allez! C'est en 1932 que sort White Zombie de Victor Halperin. Reprenant de vieux décors du studio Universal et signant avec Bela Lugosi une belle tête d'affiche, ce film ne brille pas par son scénario, mais nous offre un mélodrame morbide à l'atmosphère envoûtante. Le réalisateur recommencera à utiliser le vaudou dans Revolt of the Zombie en 1936.
Il nous offrira avec ces 2 films le tout début au cinéma d'un monstre mythique qui ne cessera d'évoluer et de fasciner. Même si les studios Universal règnent en maître à cette époque, un autre studio va nous offrir dans les années 30 2 films piliers dans le cinéma d'épouvante. Censés aider à rentabiliser une super production de la RKO, utilisant les mêmes décors et le même casting féminin. Réalisé en 1932, Les Chasses du comte Zaroff est un véritable classique du genre. Avec un scénario qui ne se perd pas en développement inutile, l'œuvre détourne les codes du film de monstre de l'époque. Musée des horreurs, marécage brumeux, personnages inquiétants, l'univers est aussi effrayant que le conte lui-même. Zaroff incarne le dernier avatar d'une noblesse russe chassée de ses terres depuis la révolution bolchevique. Il cousine sans aucun doute avec l'esthétique du comte Dracula, mais il représente surtout un personnage fondateur d'un sous-genre de l'épouvante, le survival horror. Envoûtant et oppressant, Les Chasses du comte Zaroff est un film incontournable. Le même réalisateur nous offre en 1933 avec King Kong un spectacle phénoménal. En peaufinant la technique du stop-motion, son équipe nous présente le top de la technique de l'époque. Film à succès dès sa sortie, entre aventure et exotisme, le monstre est la véritable star du film. Plus qu'un mythe, il reste une créature forte en symbole face à l'engourdissement de la société et au capitalisme fallacieux. Colère, vengeance, tendresse et amour. King Kong fait face à des sentiments prétendument exclusivement humains dans une ville en pleine aliénation. La créature fantastique est exhibée aux hommes qui sont alors face à leurs phobies ordinaires et primaires. En 1934, un moment décisif pour la censure américaine. Le code Hays est mis en vigueur et sévira jusque dans les années 60. La grossièreté et l'obscénité sont bannies, le blasphème interdit, la nudité proscrit. Le sexe doit être uniquement suggéré et les films doivent souligner l'institution du mariage et l'importance de la famille. Passons sur les émotions concernant les costumes, la danse, le tatouage, le titre même du film, ou bien la fierté nationale. La sympathie du spectateur ne doit jamais aller du côté du vice, du crime, du mal ou du péché. Ce code d'éthique est signé par tous les producteurs qui ont peur de voir leurs films totalement ou partiellement censurés, ce qui coûterait beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. L'Europe est elle aussi sous les feux de la censure qui commence à s'organiser et faire état. 1931, Fritz Lang, à qui l'on doit le magnifique Metropolis, fait son entrée dans le cinéma parlant avec une pièce horrifique talentueuse, M le maudit. Tableau troublant de la République de Weimar, ce film est une œuvre tragique, débarrassé de toute moralisation simpliste. Plongeant les protagonistes et les spectateurs dans la paranoïa, le film est perturbant et sombre. Il est le premier représentant des psycho-killers qui deviendra un genre à part entière dans le cinéma d'épouvante. Alors que l'Europe ne s'est pas remise de la Première Guerre mondiale, la montée du nationalisme et du totalitarisme va considérablement ralentir la production à la fin des années 30. Puis la guerre va à nouveau changer la face du monde.